y a quelques années, j'ai gardé les enfants d'une amie de la famille. Elle et son mari vivaient avec leurs 2 enfants, une fille de 7 ans prénommée Kea et un garçon de 12 ans prénommé Jay. Je les ai gardés si souvent que nous sommes devenus aussi proches que des frères et sœurs. Ce n'étaient pas des enfants difficiles. Ils avaient une vie familiale difficile, car leurs parents étaient presque violents, mais ils restaient de bons enfants. J'ai essayé d'être un adulte positif dans leur vie. J'avais entre 18 et 19 ans à cette époque. La famille a beaucoup déménagé. Je les connais depuis plus de 6 ans, et ils déménagent chaque année. Cette expérience s'est produite en 2015. J'étais en terminale. Lorsque la famille a emménagé dans la maison, elle était jolie, construite vers 2013, dans un bon quartier, mais le loyer était très bas. Ma mère se vantait souvent de la bonne affaire qu'elle avait obtenue. Pour mettre les choses en perspective, le loyer moyen dans ce quartier est d'environ 200 $ pour un appartement seul. Ils ont acheté une maison neuve de 2 étages, 3 chambres et 4 salles de bain, dans un bon quartier pour environ 650 $. J'ai trouvé cela étrange et lui ai demandé s'il y avait un problème avec la maison, ce à quoi elle a répondu que l'inspection était positive. Je n'ai pas réfléchi plus longtemps. J'ai commencé à faire du babysitting et j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. Je suis anxieuse, donc aller dans un endroit inconnu me rend vraiment nerveuse. Au début, je pensais que c'était fini. L'agencement de la maison est important. Au rez-de-chaussée, il y avait un salon, une salle à manger et une cuisine avec quelques autres pièces. Je passais la plupart de mon temps dans le salon à faire mes devoirs, tandis que les enfants jouaient aux jeux vidéo ou discutaient avec leurs amis à l'étage. Depuis le salon, un mur occultait la vue sur l'escalier. À l'étage, il y avait les chambres juste au-dessus. Et au-dessus du salon se trouvait la chambre des parents, interdite aux enfants. Il y a ensuite un espace de type loft, au-dessus de la porte d'entrée, créant une atmosphère de grand hall d'entrée. Grâce à la mezzanine, une lumière peut être allumée et visible d'en bas. Les chambres des enfants se trouvaient au bout d'un couloir. Place maintenant aux expériences. Au début, rien de vraiment choquant ne se produisit. Des petits bruits ici et là, des coups sur les murs, des objets déplacés, des lumières qui vacillaient, mais rien qui ne me fasse penser à des fantômes. Je me suis dit qu'ils en avaient eu pour leur argent et que ma mémoire était nulle. Après quelques mois, la situation a commencé à s'aggraver. Les enfants, habituellement très gentils et affectueux entre eux, commencèrent à devenir nettement plus irritables envers tout le monde, surtout envers Jay. Il se plaignait de cauchemars où quelqu'un se tenait sur le seuil de sa chambre et le regardait. Ses parents l'ignoraient. Son comportement s'aggrava avec le temps. C'était un week-end et les parents allaient s'absenter un moment. Les enfants étaient à l'étage, occupés à leurs occupations. J'étais en bas dans le salon, en train de commander une pizza pour le déjeuner. Soudain, j'ai entendu des pas très forts venant de la chambre des parents, comme si quelqu'un piétinait. Pensant que c'étaient les enfants qui faisaient des bêtises, je suis immédiatement monté leur dire de sortir. Mais j'ai trouvé les 2 enfants debout sur le seuil de leur chambre, fixant la porte fermée de celle de leurs parents. Les pas et les coups continuaient à l'intérieur. À ce moment-là, j'ai cru à un intrus et j'ai demandé aux enfants de rentrer dans leur chambre et de verrouiller les portes. J'ai appelé le 911 et expliqué la situation. Pendant que j'étais au téléphone, des pas ont continué à circuler dans la pièce. Je l'entendais se déplacer. 2 policiers sont arrivés. J'ai donc pris les enfants et j'ai attendu dehors. Les coups ont continué tandis qu'un des policiers nous escortait dehors. Ils sont revenus bredouille et ont dit qu'il n'y avait rien et que la porte pouvait avoir un problème, car les coups ont cessé dès qu'ils l'ont ouverte. J'avais senti le sol trembler lorsqu'il traversa la pièce, alors je savais que ce n'était pas la porte. Mais dans mon déni, je l'ignorais et emmenais les enfants manger une glace, essayant de ne pas y penser. Une fois de plus, les enfants et moi étions assis dans la salle à manger en train de dîner. Nous n'étions que 3 dans la maison, et depuis la salle à manger, on pouvait voir la lumière de l'étage allumée, projetant une ombre sur la porte d'entrée. Je plaisantais en disant que j'étais le seul à savoir éteindre la lumière par ici, et j'ai vu l'ombre d'une main sur la porte d'entrée. Et je crois que c'est là
que j'ai vraiment compris que la maison était hantée. Les enfants ne l'ont pas vue et je ne leur ai rien dit. Je pensais que cela ne ferait qu'ajouter à leur stress inutile. J'en ai parlé aux parents le soir même à leur retour, mais ils m'ont balayé du revers de la main, prétextant qu'ils n'avaient rien vécu. Ça a duré un moment. Je vivais quelque chose, les enfants aussi, mais les parents ne nous croyaient pas. C'était l'été, juste après avoir terminé le lycée. Je m'en souviens parfaitement, car j'étais éveillé et je lisais des articles sur une fusillade majeure qui avait eu lieu dans ma ville. C'est à ce moment-là que les coups ont recommencé à l'étage. J'y étais habitué, mais ce qui m'était moins familier, c'était le martèlement des pas dans l'escalier. Ces pas étaient méthodiques et menaçants. Je sentais une énergie terrible dans la pièce, et il faisait froid. Malgré le plein été dans le sud, j'ai compté les secondes entre chaque pas, et il y en avait 5 à chaque fois. J'ai appelé les enfants pour leur dire d'arrêter de jouer, mais je savais que ce n'était pas eux. J'étais terrifié. Les pas s'arrêtèrent au bas de l'escalier, et je ne pus voir qui était là. Puis je vis une apparition. C'était celle d'une petite fille. Elle avait les cheveux bruns et une robe rouge. Elle paraissait innocente, mais l'énergie qui régnait dans la pièce était si forte que j'ai failli vomir. Elle me regarda, et je la regardai en retour. Elle ne bougea pas. J'ai cru avoir une hallucination, et j'ai commencé à me frotter les yeux. Mais quand j'ai eu fini, elle était juste devant moi. Dans cette situation, je ne pouvais ni bouger ni rien faire. Mon enfance m'est revenue en mémoire, et je me suis caché sous la couverture que j'utilisais. J'ai appelé les parents en pleurs et je leur ai dit de revenir immédiatement. À leur arrivée, l'atmosphère s'est calmée et j'ai enfin émergé de sous la couverture. Elle était partie. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé et je leur ai dit que ce n'était pas grave, car ils ne me croiraient pas. Je leur ai ensuite conseillé de trouver une autre baby-sitter, car je ne reviendrai pas. Je m'interroge encore sur les enfants. J'espère qu'ils s'en sortiront bien. Ils ont déménagé de cette maison à la fin de l'année, mais je ne sais pas si ce que j'ai vu était lié à eux ou non. Je ne suis toujours pas sûr de ce que j'ai vu. Bref, merci de votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'ici. Désolé si ça a l'air si compliqué, mais je fais encore des cauchemars à propos de la petite fille, et c'est toujours un événement vraiment effrayant. Il y a quelques années, cette histoire s'est déroulée à l'époque de la crise du logement. En 2008, j'étais au lycée à l'époque, et mon ami Eric et moi explorions les zones urbaines, cambriolant des maisons vides, abandonnées ou saisies. Bien sûr, nous faisions ces explorations au cœur de la nuit pour éviter d'avoir des ennuis avec la justice. Je ne peux pas révéler l'endroit car des gens y vivent maintenant, et je n'ai aucune explication scientifique ou rationnelle à ce qui s'est passé. Mais je sais ce que j'ai vu et entendu. J'aimerais le partager avec vous. Nous sommes partis vers minuit, comme tous les soirs. Au bout d'une heure, nous avons trouvé une maison que je voyais souvent en allant à l'école. En approchant, nous avons scruté les alentours à la recherche de quelqu'un, puis nous nous sommes dirigés vers la grande allée qui mène au jardin. La première chose que j'ai remarquée, c'est la hauteur de l'herbe, comme si elle n'avait pas été tondue depuis un bon bout de temps, des mois, je dirais. Puis j'ai remarqué une maison plus petite à l'arrière de la propriété. Nous nous sommes dit que nous visiterions cette maison après avoir exploré la plus grande. Nous sommes entrés dans la grande maison par la porte menant au garage. Et du garage, nous sommes entrés dans la cuisine. Croyez-le ou non, les portes n'étaient pas verrouillées. En entrant dans la cuisine, nous avons constaté que la maison était presque entièrement plongée dans le noir. À cause des lampadaires, nous ne pouvions voir qu'à quelques mètres. J'ai donc utilisé ma seule source de lumière du moment. Un téléphone à clapet bon marché, avec la luminosité de l'écran réglée au maximum. Nous avons commencé notre exploration dans le couloir et inspecté chaque pièce. Il y en avait 5 au total, dont les 2 salons. Eric me suivait de près tandis que nous traversions chaque pièce, avant de finalement retourner à la cuisine. Une fois dans la cuisine, nous avons discuté de la beauté et de la grandeur de la maison, compte tenu de son emplacement, bien plus vaste que les maisons environnantes. En discutant, j'ai remarqué une décoration métallique suspendue au seuil de la cuisine. On aurait dit une sorte de bouclier décoratif. Je l'ai retiré de son emplacement et l'ai examiné attentivement.
Une fois terminée, je ne savais pas comment la remettre en place. Alors je l'ai laissée entre mes pieds, sur le carrelage. J'ai regardé mon ami et j'ai fait un pas vers la cuisine. Puis nous avons tous les deux entendu un bruit de glissement sur le sol, puis un bruit sourd au bout du couloir. Eric et moi sommes restés figés, le regard fixé sur nous sous le lampadaire de la cuisine. Eric m'a murmuré « Il y a quelqu'un avec nous, on ne nous a pas suivis ». Honnêtement, je ne savais pas. Mais au bout d'une minute ou deux, nous avons décidé de traverser le couloir pour voir d'où venait ce bruit. Alors que la lumière de mon téléphone approchait du bout du couloir, nous avons aperçu le bouclier que je venais d'abaisser. Nous nous sommes détendus et avons pensé « Bon, j'ai peut-être donné un coup de pied en montant sans m'en rendre compte ». Je l'ai ramassé et cette fois, j'ai compris où il aurait dû être à sa place initiale. De nouveau, j'ai regardé Eric et j'ai fait un pas vers lui. Nous avons entendu des bruits métalliques sur le sol et ce bruit familier de glissement, suivi d'un coup contre le mur. Nous étions alors véritablement effrayés et figés, immobiles pendant ce qui nous sembla une éternité. Puis une détonation encore plus forte retentit à l'autre bout de la maison et nous sursautâmes tous les deux en regardant dans le couloir sombre. Puis encore une autre détonation, puis le silence. Puis 3 détonations rapides. Quelqu'un semait le chaos dans la dernière pièce de la maison, et nous ne savions pas quoi faire. Déterminés à ne pas nous laisser effrayer par cette personne, nous avons couru jusqu'à la dernière pièce pour affronter la scène. Arrivé là, rien, personne. La pièce était vide, mais nous étions certains que le bruit provenait de cette pièce. Impossible que la personne ait pu passer inaperçue. La pièce avait une porte coulissante en verre qui donnait sur le jardin, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Puis, avant que nous puissions reprendre nos esprits et nous demander ce qui se passait, bang, bang, bang. Cette fois, c'était depuis la cuisine. Surpris, nous avons convenu qu'il était temps de partir. Nous nous sommes dirigés vers la porte arrière de la pièce, puis vers la rue. Nous avons regardé par-dessus notre épaule pour nous assurer que personne ne sortait de la maison derrière nous. Mais personne n'est venu, et le quartier était calme. Eric et moi avons commencé notre chemin du retour en discutant de la maison lorsqu'Eric s'est rendu compte que son couteau avait disparu. Il a alors retourné ses poches pour me prouver qu'il ne plaisantait pas. Nous nous sommes arrêtés, et il n'arrêtait pas de me répéter qu'il fallait retourner le chercher, car c'était son couteau préféré. Frustré, je lui ai demandé « Comment l'as-tu perdu ?»« Si c'est ton couteau préféré ?» Il m'a assuré qu'il ne l'avait jamais sorti de sa poche et qu'il ignorait totalement comment il avait pu se perdre. J'ai accepté de l'accompagner à sa recherche. Je voyais bien que ça le gênait beaucoup à son expression douloureuse. Il m'a demandé de soulever sa chemise pour voir ce qui pouvait causer cette sensation de brûlure. Je l'ai soulevée et j'ai rapidement remarqué 3 très grosses égratignures qui allaient de son omoplate droite à sa hanche gauche, puis de sa hanche gauche à sa hanche droite. Je le lui ai dit, et il a immédiatement répondu que la maison était hantée, mais qu'il voulait quand même récupérer le rasoir. J'avais peur, mais je n'allais pas le laisser partir seul. Nous sommes donc rentrés à la maison et avons immédiatement entendu un bruit de cognement, mais nous avons fait le serment de ne pas fuir quoi qu'il arrive. Nous avons commencé à chercher le couteau, cherchant partout, tandis que nous entendions des coups et des objets jetés dans la pièce. Bien sûr, j'avais peur. Je voulais partir, mais nous n'avions pas encore trouvé le couteau. Nous avons fouillé toute la maison et avons atterri dans la cuisine. De là, on accède au 2e salon, visible depuis le jardin. Dans cette pièce, il n'y avait qu'un seul meuble, une vitrine. Nous avions déjà inspecté cette pièce, proche de notre point d'entrée, et nous n'avions rien trouvé. Mais nous avons décidé de faire un dernier tour. Je suis entré dans la pièce sombre et j'ai laissé ma lumière me guider jusqu'à la vitrine. Et elle était là. Sur la vitrine, nous avons trouvé le couteau. Il n'a pas hésité une seconde. Il l'a attrapé. Et nous avons traversé le garage en courant jusqu'à la rue. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais pour résumer, cette maison est... Le reste de l'histoire comprend des silhouettes sombres surgissant des buissons, des dizaines d'ampoules explosant simultanément, et un couteau à cran d'arrêt planté au fond de la porte d'entrée. Une mise à jour de l'histoire. Nous sommes rentrés chez nous, mais toute la semaine. Nous avons parlé de la maison et de ce qui s'y passait.
Nous l'avons ignoré et n'y avons pas cru. Il fallait une explication. Alors nous y sommes retournés. Mais cette fois, nous avons emmené 3 amis avec nous, car ils voulaient voir la maison hantée dont Eric et moi parlions sans cesse. En traversant le jardin, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'examiner la maison de plus près. Je m'approchai de la maison, mais la peur me prit. Une sensation d'effroi surgit de nulle part. Je m'éloignai de la maison et commençai à rejoindre le groupe. Mais du coin de l'œil, je vis quelque chose surgir des buissons. Une silhouette sombre jaillit des buissons et s'enfonça dans les hautes herbes. Mais lorsque je lui accordai toute mon attention, elle disparut. Je fixai les buissons un instant, un peu confus, mais je la laissai partir. J'en ai parlé au groupe lors de ma rencontre, mais ils ont rapidement balayé l'idée. Nous sommes entrés par la porte du garage. Cette fois, nous avons remarqué une étagère blanche remplie d'ampoules. L'étagère mesurait environ 25 mètres de haut et 90 mètres de large et était entièrement remplie d'ampoules emballées. Nous l'avons observé un instant, puis nous sommes dirigés vers la cuisine. Erika ouvrant la marche, moi la dernière. Je suis entré le dernier et j'ai fermé la porte donnant sur le garage derrière moi. Dès que j'ai relâché la poignée, nous avons entendu un bruit semblable à celui de quelqu'un dans le garage qui cassait toutes les ampoules de l'étagère. Étourdi, je me souviens que mon cœur battait la chamade, attendant que quelque chose tente de forcer l'entrée de la cuisine, mais rien ne se passa, et Eric a finalement dit « On ne rentre plus maintenant ». Nous nous sommes dirigés vers la dernière pièce de la maison, celle par laquelle Eric et moi étions sortis la dernière fois que nous y étions allés. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas été déçus. Des objets étaient jetés au hasard, contre le mur devant nous. Nous entendions de forts bruits de détonation dans toute la maison obscure, comme si des gens se battaient. Un de nos amis en a eu assez et a ouvert la porte vitrée donnant sur le jardin. Nous sommes sortis tous les 4. Je me suis retourné pour attendre Eric. Il ne bougeait pas. Pris dans une sorte de transe, debout devant une porte suspendue appuyée contre le mur. Eric regardait au bout du couloir comme s'il attendait quelque chose. J'ai dû l'appeler 3 fois avant qu'il réalise que nous partions. Il a fait un pas en avant et sous mes yeux, on aurait dit qu'on essayait de lui jeter la porte décrochée. Eric s'est écarté d'un bond et s'est dirigé vers moi. J'étais terrifié. Les 3 autres avaient presque atteint la rue. Alors nous avons suivi le rythme et les avons rattrapés. Dès que nous sommes arrivés dans la rue, un de nos amis n'arrêtait pas de nous raconter à quel point cette maison était en désordre. On pouvait lire la terreur sur son visage lorsqu'il exprimait ses sentiments pour cet endroit. Puis il a évoqué une sensation de brûlure qui lui remontait le long du mollet. Ces égratignures devaient commencer à la cheville et s'arrêter à mi-mollet. Juste avant de nous séparer pour rentrer, ils ont juré tous les 3 de ne plus jamais retourner à cet endroit. Et ce fut la dernière fois que ces 3 amis nous ont parlé, la dernière fois qu'ils nous ont donné des nouvelles. Nous sommes retournés dans cette maison plusieurs fois après ça, mais rien de vraiment mémorable ne s'est produit. On entendait des coups, des bruits, etc. Mais ce n'est que lorsqu'on a emmené Deacon, le frère aîné d'Eric, qu'il a vraiment pété les plombs. À ce moment-là, nous avions visité la maison plusieurs fois et étions devenus insensibles aux coups et aux lancers. Nous trouvions cela plus amusant qu'autre chose. Du genre, regarde, cet endroit est hanté. Cette fois, il est devenu plus agressif. Après avoir visité la maison et vu Deacon prendre peur, nous avons décidé d'avoir une conversation dans la cuisine. Il se tenait devant la fenêtre, appuyé sur le rebord. Eric était adossé au mur à ma droite et Deacon se tenait en face de moi, face à la porte qui mène au 2e salon dont j'ai parlé plus tôt. Nous avons parlé de l'ambiance effrayante de la maison et de tout ça. Deacon s'est retourné et a vu le salon derrière lui. J'ai mentionné que c'était dans cette vitrine que nous avions trouvé le couteau d'Eric après avoir fouillé toute la maison. Alors qu'il se retournait pour me regarder, Deacon est tombé dans la pièce, presque comme si quelque chose le poussait ou le tirait par derrière. Je me souviens avoir regardé son visage et avoir vu une expression terrifiée alors qu'il essayait de s'accrocher de toutes ses forces au chambranle de la porte. Mais la force de pousser ou de traction était trop forte et il est tombé en arrière. Il s'est immédiatement levé et a couru vers moi. Il m'a attrapé par le t-shirt et s'est mis à me crier dessus. « Dis-moi, c'est quoi ton problème ?»
Pourquoi m'as-tu poussé ?» Je n'arrêtais pas de lui répéter que je ne l'avais pas poussé. Eric s'est interposé et a confirmé mes dires. « Il ne t'a pas poussé. Tu es tombé. » Dicon m'a expliqué que quelqu'un ou quelque chose l'avait poussé. Après ça, il voulait évidemment partir. Alors, nous étions tous d'accord. Mais avant de partir, Eric et moi avons dit à Dicon de vérifier ses poches pour voir s'il manquait quelque chose. Bien sûr, son couteau avait disparu, mais ce n'est pas grave. Nous avons trouvé le dernier. Nous trouverons la vérité. Nous avons fouillé toute la maison. Sans succès. Il est temps de vérifier la vitrine. Premier passage, rien. Deuxième passage, rien. Troisième passage, toujours rien. Bon, ce couteau a bel et bien disparu. Dicon veut faire un dernier tour de la maison. Nous acceptons. Nous parvenons à la pièce la plus éloignée, sans succès. Nous retournons à la cuisine, moi en tête. Alors que j'approchais de la cuisine, la lumière de mon téléphone s'est reflétée sur quelque chose de brillant devant la porte donnant sur le jardin. C'était le couteau planté au fond de la porte. Impossible que ce couteau ait pu. On l'a cloué à la porte sans qu'aucun d'entre nous ne l'entende. John attrape son couteau et on part. Je n'y suis pas retourné depuis. De toutes les choses qui se sont passées dans cette maison, c'était le signe indésirable que j'ai pris au sérieux. Et c'est tout. C'est tout ce dont je me souviens. Eric a déménagé peu après. Et moi, fin 2009. Je n'ai pas revu cette maison depuis. Sauf quand je raconte l'histoire à mes amis. Je leur montre la maison sur Google Images. Je rends visite à Eric de temps en temps. Et nous parlons toujours de ce qui s'est passé là-bas. Merci encore pour votre ouverture et votre compréhension. Cela s'est produit il y a quelques années, en avril. Et je n'arrive toujours pas à oublier à quel point c'était terrifiant et étrange. C'est arrivé alors que j'étais seul à la maison, en train de me préparer pour mon cours de midi. Ce matin-là, j'ai ouvert les stores pour laisser entrer la lumière naturelle. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme d'une trentaine d'années, coiffé d'une casquette de baseball, errer dans ma propriété, les mains sur les hanches, avec une assurance étrange. Notre jardin est perché sur une falaise et surplombe notre propriété de 2 hectares en contrebas. J'habite dans le nord-ouest Pacifique. La vue est donc magnifique. J'étais vraiment perplexe et je pensais qu'il s'agissait peut-être d'un ouvrier que ma mère avait engagé pour rénover la maison, qui admirait la vue. Je me suis senti un peu mal à l'aise à ce moment-là, car l'homme s'est dirigé vers le côté de la maison hors de ma vue. Je suis monté à l'étage et je l'ai vu errer dans le jardin et l'allée. Il observait les alentours, inspectait la maison et tout le reste. Il ne m'avait pas encore vu à ce moment-là. J'ai appelé mon père pour lui demander si nous avions engagé quelqu'un pour venir à la maison. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien et qu'il appellerait ma mère pour lui poser la question et me rappellerait ensuite. En attendant son appel, j'ai remarqué la voiture de l'inconnu. C'était une Honda blanche, sans plaque d'immatriculation. Elle était garée parallèlement à ma porte d'entrée. L'homme ne m'avait pas encore vu et errait encore. J'en ai profité pour me rappeler que nous avions un système de sécurité et je l'ai activé. Ainsi, s'il essayait d'entrer par effraction, la police serait immédiatement alertée. Si cet homme avait été un professionnel ou un ouvrier, il aurait sonné ou frappé à la porte au moins une fois, mais il ne l'a pas fait. Juste à ce moment-là, j'ai reçu un appel de mon père me disant que ni lui ni ma mère n'avaient engagé personne pour venir aujourd'hui. Il m'a dit d'appeler immédiatement le commissariat local. Je suis redescendu après avoir verrouillé toutes les portes et fenêtres de l'étage et j'ai appelé le commissariat de ma ville. J'ai expliqué à une femme au bout du fil ce qui se passait et elle a décidé de ne pas envoyer de policiers. Elle m'a donné un numéro pour appeler les urgences et m'a dit de leur parler. J'ai appelé le numéro qu'il m'a donné et j'ai immédiatement reçu un message automatique indiquant « Merci d'avoir appelé la ligne d'urgence. Personne n'est disponible pour répondre à votre appel pour le moment. En cas d'urgence, veuillez raccrocher et composer le 911. » À ce moment-là, j'étais vraiment irrité, car 15 minutes s'étaient écoulées et l'étrange homme rôdait toujours chez moi alors que j'étais seul. Et apparemment, ce n'était pas suffisant pour que la femme à qui j'ai parlé au commissariat de police local considère cela comme une urgence. J'ai raccroché et décidé d'appeler le 911. Après avoir contacté la centrale du 911, elle m'a posé une série de questions sur l'apparence de l'homme.
avant même d'alerter les policiers près de moi pour qu'ils se dirigent vers mon domicile. Cela me semblait vraiment étrange, que personne ne se soit précipité pour envoyer des policiers. Chez moi, alors que j'étais une jeune fille, seule à la maison avec un inconnu, j'ai demandé à l'opératrice si elle pouvait rester en ligne avec moi quand, finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, elle a alerté la police. Elle a accepté, et je suis retourné voir l'homme étrange. Il était maintenant assis sur sa radio banalisée, écoutant une émission à volume élevé ou téléphonant à quelqu'un depuis sa voiture. C'était une voix masculine très forte et percutante qui venait de sa voiture. Soudain, j'ai entendu la tonalité qu'on entend quand on raccroche. L'opératrice n'était plus en ligne. J'étais vraiment désorienté lorsque mes pensées ont été interrompues par un appel d'un numéro inconnu. J'ai pensé que c'était l'opératrice qui me rappelait. Alors j'ai répondu. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par une respiration lourde et très inquiétante. Je ne sais pas exactement qui c'était, mais ça m'a vraiment fait peur. J'ai raccroché immédiatement et j'ai recomposé le 911. J'étais plutôt calme jusque-là, mais cet appel m'a fait paniquer. J'ai joint une autre opératrice qui connaissait déjà mon emplacement et mon adresse avant, même que je puisse le lui expliquer. Il a dit que la police était en route. 20 minutes s'étaient écoulées à ce moment-là. Le type était toujours là, dans sa voiture, et la police n'était toujours pas arrivée. N'oubliez pas que je vis dans une petite ville, donc il n'y a aucune raison que la police ait mis autant de temps à arriver. Finalement, le type sortait de mon allée juste au moment où les policiers arrivaient. Ils l'ont arrêté et lui ont posé quelques questions. Un policier est alors venu à ma porte et m'a tendu un prospectus suspect, disant qu'il était simplement paysagiste et qu'il avait un rendez-vous. J'étais à la fois soulagé et irrité qu'il s'agisse simplement d'un homme que ma mère avait engagé, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas le cas. J'ai appelé ma mère et lui et dit que l'agent avait dit qu'il s'agissait simplement d'un paysagiste, qu'elle avait engagé et qu'elle avait pris rendez-vous. Ma mère a répondu « Je vous assure, nous n'avons jamais engagé de paysagiste, et nous n'en avions même pas besoin. » Ces derniers temps, je réfléchissais à l'étrangeté de cet incident et à la chance que j'ai eue que rien de pire ne se soit produit. Musique. Ces derniers temps, j'ai remarqué quelque chose d'étrange dans la maison, comme s'il se passait autre chose avec ma femme et nos 2 chiens, mais je n'avais pas réussi à mettre le doigt dessus jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner un peu de contexte, je vis dans un duplex. Nous partageons le logement avec un autre homme d'une vingtaine d'années. Il a sa propre maison et nous avons la nôtre, mais nous partageons la buanderie qui donne sur nos jardins respectifs, séparés par une clôture. Tout a commencé il y a environ 2 mois, quand le type m'a envoyé un texto. Pour info, quelqu'un m'a volé mon vélo dans la véranda. C'est particulièrement effrayant car pour accéder à notre buanderie, je devrais sauter par-dessus la clôture en briques, entourée d'arbres, puis jeter le vélo par-dessus. À moins que le voleur n'ait la plus grosse paire de couilles du monde et ne le vole par l'une de nos portes d'entrée, alors que nous n'étions pas à la maison. Quoi qu'il en soit, je ne me sentais pas bien et j'ai redoublé d'efforts pour garder la porte verrouillée. Quelques semaines plus tard, j'ai laissé mes chiens sortir dans le jardin et l'un d'eux s'est mis à renifler le hangar. Je n'y ai pas prêté attention. Les lézards sortent avec les beaux jours et ils en ont probablement chassé un sous la porte. J'ai finalement réussi à les rentrer, mais je n'y ai pas prêté attention. Je ne vais presque jamais dans ce cabanon. Ce n'est pas qu'il y ait un problème. C'est juste qu'il est un peu à l'écart. Et je ne suis pas du genre à traîner dans ce cabanon. On l'utilise généralement pour ranger des valises, des meubles qui ne vont pas avec la maison, du matériel de camping, vous savez, des trucs banals de banlieue. Nous y allons probablement 3 fois par an. Après 18 jours consécutifs de curiosité de mes chiens, j'ai décidé d'y jeter un œil pour voir s'il n'y avait pas un dragon des toilettes ou quelque chose comme ça, car ils insistaient. Non, il n'y en avait pas, mais ce que j'ai trouvé m'a littéralement donné envie de faire pipi dans mon pantalon. Dans le hangar se trouvait le vélo que mon voisin avait signalé volé il y a quelque temps. Ma première pensée a été « Oh, ma femme est kleptomane ». Mais j'ai vite fait de l'oublier. Elle n'aime même pas le vélo. Puis j'ai brièvement craint que mon voisin me prenne pour le voleur. Enfin,
Il est dans mon hangar. Je ne sais pas comment l'expliquer s'il l'apprend un jour. Je voulais aussi lui rendre son vélo. J'ai cherché partout et j'ai trouvé un de nos sacs de couchage déroulé, mais roulé en boule derrière un carton. À l'intérieur, il y avait un sac contenant ce qui semblait être une centaine de dollars en pièces et billets. Il y avait aussi un sac poubelle rempli d'emballages alimentaires. Finalement, mon cerveau a accepté ce qu'il avait initialement nié et a fait le rapprochement. Quelqu'un, je ne sais pas qui, vivait dans mon abri, ou du moins y avait vécu autrefois. Peut-être que mes chiens l'ont fait fuir, ou peut-être qu'il y dort la nuit et s'en va le jour. S'il ne revenait pas, pourquoi laisserait-il l'argent? J'ai tout laissé tel quel et j'ai commencé à réfléchir à la suite. Celui qui a réussi à entrer a dû utiliser un double de mes clés que je cache dans mon jardin. Je les ai gardées et je les ai ramenées à l'intérieur ce soir. J'espère que celui qui a réussi à entrer comprendra le message et partira. Je vais installer des caméras demain. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe. Espérons que tout se passe bien et que cette personne ne soit pas folle. Musique, j'ai une vingtaine d'années et je suis une femme. Environ 9 mois après avoir emménagé dans mon nouveau logement, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte peu après 23h30. J'étais déjà au lit à ce moment-là et j'étais très inquiet pour la personne qui sonnait à ma porte. L'aquarium de ma voisine du dessus était tombé en panne la veille et inondait mon salon. Comme j'avais eu un problème avec elle tard ce soir-là, j'ai pensé que c'était probablement elle encore. Et j'ai failli ouvrir la porte, sans hésiter. Juste avant de l'ouvrir, j'ai ressenti une horrible sensation. Alors, au lieu de l'ouvrir, j'ai dit timidement « Bonjour » à travers la porte. J'ai entendu un homme répondre « Salut, je suis un ami de David Jones ». À la seconde où j'ai entendu sa voix, mon sang s'est glacé. J'avais un terrible pressentiment. David Jones était le nom du locataire précédent. Un homme très âgé et handicapé, qui vivait en fauteuil roulant avec une aide. Il est décédé avant mon emménagement. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu l'homme portant des lunettes de soleil. Souvenez-vous, il était presque minuit. Il portait également un masque noir et un sweat à capuche noire. Je lui ai dit « David n'habite plus ici, désolé ». Cet homme a de nouveau frappé la porte du poing et a ri en disant « Oh oui, ouvre la porte et prouve-le ». Comme je l'ai dit, David était en fauteuil roulant et avait besoin d'une rampe d'accès, qui a été retirée avant mon emménagement. De plus, je conduis une moto et mes voisins, immédiats, ne disposent pas de véhicule accessible au fauteuil roulant. Compte tenu de tout cela, on pourrait penser qu'une personne suffisamment à l'aise avec David pour frapper à sa porte en pleine nuit après au moins 1 an d'absence de communication aurait évalué la situation, constaté l'absence d'aménagement pour fauteuil roulant, présenté ses excuses pour la confusion et passé son chemin. Eh bien, ce n'était pas le cas. Il continuait à frapper à la porte et à me dire d'ouvrir. Je lui ai dit que David n'était pas là, que je n'allais pas ouvrir et qu'il devait partir. Il est resté devant ma maison quelques minutes encore. J'étais effrayé et pétrifié devant ma porte. Je l'ai regardé s'éloigner. J'étais encore près de la porte quand j'ai entendu quelqu'un fouiller à ma porte arrière, près de ma chambre. J'étais encore pétrifié. Je ne voulais pas croire que quelqu'un puisse être à la fenêtre de ma chambre. Pour être clair, l'espace près de ma fenêtre donne sur une cour commune à tous les résidents. C'est juste à côté d'un quartier relativement animé. Il n'est donc pas rare d'y croiser quelqu'un. Mais il est certainement rare de voir quelqu'un directement, devant sa véranda ou ses fenêtres. J'ai entendu un bruit fort provenant de ma chambre. J'ai attrapé mon spray au poivre et je me suis approché prudemment de la pièce. Personne n'était entré, mais quelque chose me semblait quand même très étrange. Au bout d'un moment, je n'ai plus vu cette personne. J'ai décidé de retourner me coucher. Le lendemain matin, en sortant fumer, j'ai vu que la moustiquaire de ma fenêtre avait été arrachée. Elle était toute tordue. On aurait dit qu'elle n'était pas tombée. Je savais exactement ce qui s'était passé. Ce type avait arraché la moustiquaire et avait essayé d'entrer par ma fenêtre. Heureusement, elle était fermée à clé et j'ai aussi des verrous à mes fenêtres. Ça m'a évidemment effrayé, mais je ne pouvais pas faire grand-chose sur le moment. Quelques semaines plus tard, quelqu'un a essayé d'ouvrir ma porte d'entrée en plein jour. Personne n'a frappé.
J'ai juste clairement entendu quelqu'un essayer d'ouvrir ma porte. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers le Judas pour voir un homme tout de noir vêtu, portant un sweat à capuche et des lunettes de soleil. Il a essayé d'ouvrir la porte à plusieurs reprises et a poussé très fort. J'essayais de trouver quelque chose d'intimidant à dire, ou du moins quelque chose qui le ferait arrêter. Mon cerveau a décidé que c'était une excellente idée de frapper à ma porte. Ça a fonctionné, à ce que j'ai vu. J'ai frappé fort à ma porte, et l'homme a fait un bond d'1 mètre et s'est enfui. C'est là que ça devient vraiment bizarre. J'ai donc cherché mon adresse sur Google. Tout ce qui concerne mon lieu de résidence actuel en ligne indique toujours David Jones comme résident actif. Je suis absolument convaincu que cet homme m'a vu, moi, une jeune femme seule, et a cherché mon adresse sur Google. Il essayait de gagner ma confiance pour que je lui ouvre la porte. Je pense qu'après ça n'a pas marché. Il essayait toujours d'entrer, d'où la fenêtre de la chambre. Revenir quelques semaines plus tard est très étrange, à mon avis. On n'aurait pu penser qu'il aurait changé de cible ou qu'il aurait été beaucoup plus intéressé à entrer plus tôt. Je ne pense absolument pas qu'il connaissait David. Je ne pense pas qu'il lui devait de l'argent, qu'il avait un lien de parenté, ou quoi que ce soit de ce genre. La chronologie est étrange, mais peut-être avait-il déjà d'autres victimes et avait-il décidé de tenter à nouveau ma chance. Quoi qu'il en soit, son plan a échoué et il est parti. Des mois se sont écoulés. Quelqu'un a frappé doucement à ma porte vers 21h. Je suis monté voir, et devinez quoi? Un individu vêtu de noir de la tête aux pieds, portant des lunettes de soleil. Je n'ai pas répondu ni émis un son. Il tourne lentement la poignée et pousse la porte. Puis il recule de quelques pas. Il se dirige vers la porte de mon voisin et je l'entends essayer de l'ouvrir. Mon voisin est un homme d'âge moyen qui vit seul. La porte ne s'est pas ouverte et je le vois monter les escaliers et je l'entends essayer d'ouvrir la porte d'un autre voisin. Cet appartement est habité par 5 personnes, dont un enfant. La porte ne s'est pas ouverte et il a essayé d'ouvrir l'autre porte qui était vide à ce moment-là. Elle a encore échoué. C'est ce qui me fait penser qu'il ne m'a pas identifié, comme une femme vulnérable, car il semble essayer d'entrer partout où il peut. Je trouve assez étrange que mes chats le détestent. Je ne les ai jamais vus, sauf quand ce type sonne à ma porte. Ils sont toujours visiblement effrayés et prêts à se battre, ce qui est très inhabituel pour eux. Honnêtement, on ne devinerait même pas qu'ils ont des dents ou des griffes, à moins d'être un pointeur laser ou une boîte en carton. Début janvier, notre ami tout de noir vêtu est de retour. Mon frère, qui a l'air plutôt intimidant, était en visite et a entendu quelqu'un essayer d'ouvrir ma porte. Il s'est levé, a ouvert la porte et a vu un type essayer d'ouvrir celle de mon voisin d'âge moyen. Il a pris la fuite pour sauver sa vie. Mon frère n'était pas au courant du problème persistant et, même s'il trouvait cela étrange, il n'a pas non plus cherché à s'en occuper. Aujourd'hui, je faisais une sieste et vers 14h, j'ai entendu frapper violemment à ma porte. Le bruit s'est interrompu quelques instants, puis a repris. Pendant ce temps, j'ai entendu mon voisin du dessus fermer rapidement ses fenêtres. J'étais fatigué et je pensais que c'était le même homme. Alors je n'ai même pas pris la peine de regarder. Au bout de quelques minutes, je l'ai entendu frapper à la porte de mon voisin. Après un échec, il est monté et a frappé aux 2 portes du dessus pendant un moment. Au bout d'un moment, les coups ont cessé et j'ai entendu mes voisins rouvrir leurs fenêtres. Je n'arrivais pas à me rendormir, alors j'ai pris mes cigarettes et je suis sorti. J'entendais mes voisins par leurs fenêtres ouvertes. Une petite fille demandait à sa mère qui était cet homme et pourquoi il faisait ça. Je sais que ça les a dérangés au moins 2 fois, mais ça pourrait être plus. J'ai signalé l'incident à ma propriétaire. Elle n'est pas très serviable et me dit en gros de ne pas ouvrir la porte. Si je ne me sens pas en sécurité et d'appeler la police si la situation dégénère. La police n'est pas assez rapide pour intervenir quand c'est le cas. C'est en train d'arriver. Je les ai déjà appelés et je n'ai pas vraiment de description. Ils m'ont simplement dit de ne pas ouvrir la porte si je ne me sentais pas en sécurité et de les appeler si je grimpais. On pourrait penser que quelqu'un arrache la moustiquaire de ma fenêtre. Serait considéré comme de l'escalade, mais apparemment non. Ce type m'embête depuis un peu plus d'1 an. Et apparemment mes voisins aussi. C'est vraiment étrange qu'un criminel
essaie sans cesse de s'introduire dans le même groupe d'appartements, à toute heure du jour et de la nuit. Je suppose que je n'ai aucune idée de ce qu'il cherche. Pour ceux qui ont vu mon dernier message et se demandent s'il s'agit du même voisin qui a essayé de me droguer, je suppose que c'est possible. Mais il ne semble pas avoir la même corpulence. Le Judas est un peu déformé, donc c'est peut-être ça. C'est vraiment possible, je n'en suis pas sûr. Je pense que c'est peu probable. Surtout s'il essaie d'ouvrir toutes les portes, et pas seulement la mienne. Mais c'est tout à fait possible. Cet inconnu harcèle constamment mes voisins et moi, et personne ne sait à quoi il ressemble. N'ouvrez pas la porte à des inconnus amicaux, quelle que soit l'heure. Je travaille à temps partiel. Je gagne ma vie en travaillant pour une entreprise de sécurité. Je suis inscrit comme intérimaire, ce n'est donc pas un emploi très stable, mais je m'en sors suffisamment bien pour ne pas me plaindre. Le soir même, j'ai été envoyé travailler de nuit pour une entreprise pour laquelle je n'avais jamais travaillé auparavant. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de ce travail, et je dois admettre maintenant que j'étais un peu réticent, mais j'ai accepté. Je suis parti l'après-midi même pour travailler de nuit. Je suis arrivé à l'adresse indiquée et j'ai trouvé le chemin de l'entreprise. C'était un immense entrepôt. Ma mission ce soir-là consistait à surveiller l'entrepôt. J'ai été un peu surpris qu'ils aient engagé un agent de sécurité pour ce travail, car je devais simplement m'assurer que personne n'entre par effraction. Il semblait vraiment inquiet des vols. C'était logique, je suppose. Alors, on ne veut vraiment pas d'un vieux type avec rien d'autre qu'une lampe torche pour protéger les lieux des voleurs. J'imagine que ma nuit devenait un peu plus facile. Me suis-je dit en me faisant visiter les lieux, en me disant que tout ce que j'avais à faire était de me rendre régulièrement à quelques points de contrôle, à des heures précises, et que le reste du temps, j'étais libre de faire ce que je voulais, même une sieste. Cet arrangement me convenait parfaitement. J'avais apporté mon ordinateur portable et j'avais plein de trucs intéressants à regarder dessus pendant que personne n'était là. Oui, même des trucs de qualité, si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais qu'être prêt à passer une soirée amusante et insouciante. Mais ça a changé vers 1 heure du matin, car c'est là qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Je n'étais pas novice en matière de trucs bizarres. Je suis agent de sécurité après tout. J'ai quelques autres anecdotes, mais la plupart s'expliquent logiquement. Ce que je veux dire, c'est que je suis habitué aux bruits étranges la nuit. Les craquements et les coups ne me font pas vraiment sursauter. Alors, quand j'ai entendu autre chose que les bruits habituels, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent ici. Ce n'était pas juste un bruit, c'était l'atmosphère. J'ai soudain eu froid. J'ai même commencé à frissonner. Il faisait si froid, et on aurait dit que c'était l'été. J'ai vu une grosse veste dans la salle de bain ce soir-là et je suis allé la chercher. Je suppose qu'elle appartenait à quelqu'un qui travaillait ici. Cette soudaine vague de froid était étrange, mais je me suis réchauffé un peu avec ma veste. J'ai décidé de commencer une de mes patrouilles quelques minutes plus tôt que prévu. Je me suis dit que marcher me tiendrait chaud. Des caméras de sécurité étaient installées dans cet entrepôt et je savais qu'un employé de mon entreprise avait été licencié pour inaction, car un client avait visionné les images de sécurité et découvert qu'il n'avait rien fait la nuit où il était censé travailler. J'ai donc dû faire ma tournée. Je me suis mis en route, j'ai quitté la salle de pause et j'ai traversé les bureaux, en direction de l'entrepôt. J'ai fait quelques pas dans l'entrepôt, puis j'ai eu l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre, car j'ai ressenti quelque chose. Si vous voulez vous moquer de moi, allez-y, moquez-vous de moi. Mais j'étais complètement pétrifié par cette sensation. Je n'ai pas vu de fantôme ni rien, mais j'avais terriblement peur de quelque chose, d'invisible, comme une atmosphère, et de ce qui pouvait se cacher dans l'obscurité de cet entrepôt. C'était la première fois de ma vie que je ressentais quelque chose comme ça. Je ne suis pas du genre à percevoir des vibrations paranormales ou spirituelles, mais cette nuit-là, j'ai eu le sentiment de ne pas être seul. J'avais ma lampe de poche sur moi et me dirigeais vers la porte au fond de l'entrepôt. Là, à côté de ces grandes portes, se trouvait une entrée plus petite pour les ouvriers. J'ai dû ouvrir un volet et entrer par là pour continuer ma ronde. J'ai vu la lumière de ma lampe de poche scintiller le long des murs et du sol, tandis que je scrutais l'entrepôt.
Je fis un effort déterminé pour garder les bras immobiles. Alors, je pointai la lampe de poche vers le mur et me concentrai sur un point. J'étais content d'avoir fait tout, ce travail de contrôle de la matière sur l'esprit. Je scrutais à nouveau l'entrepôt, mais m'arrêtais. Le seul problème était que le faisceau de ma lampe torche semblait trembler sans cesse. L'ombre et la lumière dansaient ensemble. Il y avait quelque chose. On aurait dit une forme. Quelque chose de solide qui bougeait dans les profondeurs de l'entrepôt. Il y avait quelque chose. Ma grande surprise, j'ai commencé à suivre le faisceau de ma lampe torche. J'étais terrifié. Et c'était la première fois de ma vie que je réalisais que quand on a vraiment peur, on ne panique pas. Au contraire, ils sont restés calmes, extrêmement calmes. J'ai pu réfléchir clairement et rationnellement. Quel que soit mon point de vue, j'avais l'impression d'être condamné à continuer cette nuit-là. Même si j'étais un peu méfiant, je savais que si je ne finissais pas mon travail, je ne serais pas payé. C'était aussi simple que ça, et mon patron ne me verrait probablement pas d'un bon œil. La personne qui me confiait les missions me donnerait probablement une punition terrible pour mon prochain travail. C'est donc avec ces pensées en tête que j'ai continué. J'ai vu quelque chose dans l'obscurité de l'entrepôt, et il était de mon devoir d'aller le chercher. C'est exactement ce que j'ai fait. Je priais pour que ce ne soit qu'un chat ou quelque chose de similaire, mais je n'en savais rien. J'ai essayé de me contrôler. Mon esprit tournait à 1600 km/h. J'ai fait de mon mieux pour chasser toute pensée désagréable et intrusive de mon esprit en me dirigeant vers le fond de l'entrepôt où j'ai aperçu cette silhouette sombre. Je ne savais pas comment c'était arrivé, mais j'ai réussi à la perdre de vue. Je n'aimais pas savoir où elle allait. À cet instant, l'idée m'a traversé l'esprit qu'il pouvait s'agir d'un intrus, et non d'un phénomène paranormal ou d'un effet de lumière, mais j'avais le pressentiment que non. Bref, je m'enfonçais toujours plus profondément dans l'obscurité de l'entrepôt, ignorant momentanément l'itinéraire de la patrouille. J'éclairais tout autour avec ma lampe torche, et je crois avoir aperçu quelques bribes de cette ombre plus loin. Alors je les suivis. Il ne me restait plus qu'à rester calme et à faire mon travail. Un travail que j'avais déjà accompli maintes et maintes fois. C'était juste un boulot comme les autres. C'est ce que je me suis dit. Avant même de m'en rendre compte, je me suis retrouvé à tourner et à m'engager dans un couloir sans issue. J'étais dans une impasse. Si on me prenait là, je n'aurais nulle part où me réfugier. Je voulais éclairer tout l'endroit. Mais il faisait trop sombre et la lampe torche ne couvrait pas assez de surface. Je sentais la sueur couler lentement sur mes tempes et mon front. Je me préparais à être attaqué, et à attaquer si quelque chose m'y surprenait. Je savais au fond de moi que si quelque chose m'y surprenait, ce serait la fin. Il fallait que je me tienne. Je me suis mis à crier quelque chose. Je ne m'en rendais pas vraiment compte. Eh bien, toute cette théorie du calme absolu était un fiasco total, je suppose. Écoutez, je suis en patrouille. Je ne veux pas d'ennui, et vous non plus. Ok, j'ai dit des mots dans ce sens. Ça me fait rire d'y penser. Franchement, j'ai dû avoir l'air fou. Bref, revenons au sujet. Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ensuite, j'ai regardé le mur du fond de l'impasse de l'entrepôt, et c'est là que j'ai vraiment vu cette chose pour la première fois. Elle semblait surgir du sol, du mur, ou peut-être même de l'obscurité elle-même. C'était une ombre humaine, haute et fine, qui se profilait au fond du couloir comme un prédateur prêt à bondir. En quelques secondes, elle n'était plus seule. J'avais l'impression que cette chose voulait vraiment que je parte. J'avais le sentiment le plus fort que je n'étais pas censé être là, comme je l'avais jamais ressenti. J'ai lentement reculé et repris le chemin d'où j'étais venu, et dès que j'ai quitté ce couloir sans issue, j'ai fait demi-tour et j'ai couru. J'ai traversé le petit bureau en courant, jusqu'à la sécurité de la salle de pause, et j'ai immédiatement allumé mon ordinateur portable. À 3 heures du matin, je ne pouvais plus physiquement y retourner pour effectuer une autre patrouille, et encore moins pour ouvrir les portes et régler les alarmes. S'il voulait que je parte, peu m'importait d'être renvoyé. Je n'allais pas me promener avec cette ombre. J'accordais bien plus de valeur à ma vie qu'à mon travail. J'ai fini par zapper cette patrouille de 3 heures du matin, ainsi que celle de 5 heures, et j'ai regardé des vidéos pour hommes sur mon ordinateur portable toute la nuit. Je ne trouvais rien d'autre qui pût me distraire aussi facilement de la peur que j'avais ressentie dans l'entrepôt.
Je regardais le même film encore et encore, comme un idiot, juste pour me changer les idées. J'attendais le matin, et dès 7 heures, je suis sorti. 7 heures sont passées, et moi aussi. Je pensais recevoir une plainte, voire être convoqué dans le bureau du directeur pour recevoir ma lettre de licenciement. J'ai redouté cet appel pendant des semaines, mais il n'est jamais arrivé. Aucune plainte n'a été déposée et j'ai gardé mon emploi. C'est un peu étrange, non? Pourquoi ne se plaindrait-il pas d'un type qui n'a pas fait son travail et qui est resté assis là toute la nuit à regarder des films pour adultes? Je ne sais pas, ça a l'air un peu suspect de leur part, non? Quoi qu'il en soit, je ne travaillerai plus jamais dans cet entrepôt. C'est sûr, j'ai fini par demander à quelques collègues s'ils avaient déjà patrouillé dans l'entrepôt, et quelques-uns m'ont répondu par l'affirmative. Je leur ai demandé s'ils avaient vécu des expériences similaires en y travaillant. Et à ma grande surprise, tout le monde a dit qu'il ne s'était rien passé pendant leur garde. 5 agents de sécurité sans problème pendant leur garde. Je trouve ça bizarre. Finalement, j'ai acquis la réputation d'être un pervers qui regardait des films pour adultes au travail. Ouais, tout le monde me trouvait bizarre et j'ai vite décidé de partir. Je suppose que la leçon à retenir est de ne pas trop en dire à ses collègues. La fin est un peu étrange, mais je crois avoir rencontré une sorte d'entité dans l'entrepôt. Cette musique est une expérience de mon enfance que je me dois de partager avec vous. J'étais également présent quand c'est arrivé, mais c'est ma sœur qui en a été affectée négativement. On n'aurait pas pu l'anticiper. Notre ville natale est petite, avec à peine 20 000 habitants aujourd'hui, et probablement moins à l'époque. Nous avons grandi dans une famille très religieuse, où l'on lisait la Bible tous les soirs et où l'on allait à l'église 2 fois par semaine. Et même si nous ne sommes plus membres de l'église, j'ai apprécié cette époque. Tout le monde était gentil et aimant, et c'était comme avoir une grande famille. Avec le recul, notre vie familiale semble avoir été normale, typique du Midwest. Martina, ma sœur et moi n'avons jamais été dans le besoin. Aucune de nous ne s'est jamais sentie mal aimée, ou a manqué de soutien quand elle en avait besoin. Je dirais presque que nous avons eu des parents parfaits, ou du moins aussi parfaits que possible. Nous entretenons toujours une relation très étroite, et je n'hésite pas à me tourner vers eux lorsque j'ai besoin d'aide avec mes propres enfants. En bref, je me considère très chanceuse de les avoir comme parents, et j'aspire à être aussi bienveillante envers nous que, aussi formidable qu'aient été nos parents, ils ne pouvaient pas s'occuper de nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils devaient travailler, et nous aller à l'école. Depuis le CP, Martina et moi fréquentions une école chrétienne, privée de notre ville. Comme la plupart des écoles classiques, nous avions une récréation après le déjeuner. C'est lors d'un de ces moments qu'un inconnu a décidé de faire son apparition. J'avais 12 ans cette année-là, et Martina en avait 9. Comme l'école était petite, toutes les classes avaient la récréation en même temps. Comme toutes les grandes sœurs, j'étais toujours protectrice envers Martina, même lorsqu'elle jouait avec ses amis. Je prenais soin de la surveiller de temps en temps. Ce jour-là, je discutais avec une autre fille de mon âge lorsqu'elle a attiré mon attention. J'ai regardé et j'ai vu Martina parler à un homme près de la clôture. Ne le reconnaissant pas, j'ai eu peur. C'était les années 1990 et on nous sermonnait sans cesse sur le danger des inconnus. Malheureusement, Martina avait toujours été gentille avec ceux qui étaient gentils avec elle. Dans un monde parfait, son innocence aurait été douce, mais la nôtre est loin d'être parfaite. J'ai couru vers notre institutrice et lui ai raconté ce qui se passait. Elle a décidé de courir vers la clôture et je l'ai suivie de près. L'homme a apparemment pris la fuite dès qu'il nous a vus approcher. Martina pleurait quand nous l'avons rattrapée. La pauvre fille ne comprenait pas pourquoi nous avions repoussé son ami et j'ai essayé de le lui expliquer avant, mais elle était trop naïve et bienveillante. Après ça, je suis resté collé à Martina comme de la colle. On déjeunait ensemble et j'étais près d'elle pendant la récréation. Elle n'aimait pas ça du tout, mais je m'en fichais. Et pendant un moment, sa sécurité était ma seule préoccupation. Je suis devenu un peu obsessionnel, à tel point que je faisais des cauchemars où elle était kidnappée. C'était trop de pression pour quelqu'un d'aussi jeune, mais la peur de perdre ma sœur me rendait folle. Mes parents étaient naturellement inquiets et ont fait de leur mieux
pour lui expliquer les dangers, mais ils ont arrêté quand elle a semblé sur le point de pleurer. Maintenant que je suis mère, je comprends pourquoi. Il y a une frontière ténue entre enseigner une leçon importante à ses enfants et détruire leur innocence. Même à 12 ans, je connaissais les dangers que représentaient les inconnus, même si je ne comprenais pas encore leur plan malsain. La simple pensée de ne plus jamais revoir ma famille suffisait à me protéger. Jusqu'à cet incident, nous allions et venions toujours de l'école à pied, mais après cela, nous avons dû prendre le bus. Cela a considérablement allongé les journées d'école, et j'ai vite commencé à le détester. L'école a pris les dangers au sérieux et a engagé un deuxième agent de sécurité pour patrouiller sur le campus pendant les récréations. Toutes les mesures nécessaires ont semblé fonctionner, et plusieurs mois ont passé, et l'homme semblait avoir disparu. Finalement, le niveau d'alerte fut ramené à la normale, et chacun reprit sa vie normale. Même le second officier fut renvoyé. Nous pensions tous pouvoir reprendre notre vie d'avant. Apparemment, l'homme sinistre avait démissionné, mais ce n'était pas le cas. Il s'était pris d'affection pour Martina. Il ne me restait plus qu'à être patiente et à attendre. Un jour, nous avons baissé la garde, et ce jour-là, il frapperait. Et ce jour-là arriva environ 9 mois plus tard, et ce n'était pas là où nous l'attendions. Presque un an s'était écoulé depuis l'incident à l'école. La plupart d'entre nous avaient repris leurs vieilles habitudes. J'avais commencé à laisser Martina hors de ma vue pendant la récréation. Les professeurs aussi. Le seul agent de sécurité encore présent passait le plus clair de son temps à fumer dans sa voiture. Autant dire que personne n'était préparé à la suite. C'était un samedi après-midi. Le premier week-end vraiment beau et chaud de l'année, Martina et moi étions au parc avec notre mère et des amis. J'avais poussé Martina sur une balançoire quelques minutes plus tôt, et j'allais boire à la fontaine. Je suppose qu'elle était seule quand il l'a attrapée. Son cri m'a alerté et je me suis retourné pour voir le même inconnu courir avec elle dans ses bras. Je me suis immédiatement lancé à sa poursuite, hurlant de désespoir. Ma mère et plusieurs autres mères étaient juste devant moi. À sa poursuite, il semblait sur le point de s'enfuir, mais à quelques mètres de la voiture, il s'est arrêté et a laissé Martina par terre. Il avait une expression étrangement amère et tapotait sa chemise. Je me souviens l'avoir vu sur le point de la reprendre, mais il a remarqué ma mère qui approchait. Il a hésité un instant avant de faire demi-tour et de courir vers sa voiture, laissant Martina derrière lui à sa surprise. Il a réussi à atteindre sa voiture et est parti, mais pas avant que ma mère et quelques autres personnes aient remarqué son numéro de plaque d'immatriculation. Quand nous avons enfin retrouvé, Martina a compris pourquoi ce salaud l'avait abandonnée. La pauvre fille était si terrifiée qu'elle s'était piétinée. Je n'ose imaginer sa peur. Maman l'a soulevée et l'a serrée fort dans ses bras. Nous avons tous pleuré à chaudes larmes. C'était à la fois un soulagement et une profonde désolation. Les effets du traumatisme se sont fait sentir presque immédiatement. Lorsque la police l'interrogea, Martina resta insensible. Cela dura plusieurs mois. Cette jeune fille dynamique et bavarde était désormais presque catatonique. Peu importe qui lui parlait, elle ne répondait pas. Son expression restait distante et vide, et maman était inconsolable. Je ne savais plus quoi faire. Le seul point positif était que nous avions le numéro de matricule de l'homme. En attendant des nouvelles, maman a tout fait pour que Martina parle. Elle a consulté de nombreux thérapeutes et psychiatres, mais sans grand résultat. Finalement, elle a recommencé à parler, mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. La confiance aveugle qu'elle avait autrefois était complètement anéantie, et elle a ensuite passé une grande partie de sa vie seule dans sa chambre. Le seul endroit où elle se sentait complètement en sécurité. Elle sortait rarement avec quelqu'un, et si elle le faisait, c'était uniquement avec des hommes qu'elle connaissait depuis longtemps. Et contre toute attente, elle a fini par trouver quelqu'un. Mais leur relation était constamment mise à rude épreuve par ses problèmes et traumatismes du passé. Une fois que nous avons appris que l'étranger avait été arrêté, notre père s'est porté volontaire pour reprendre l'enquête. Tout ce que je sais, c'est qu'il est allé en prison. Mais je ne sais pas combien de temps ni où il est maintenant. Et s'il est assez stupide pour réapparaître ici, ça finira mal pour lui. Je me suis retrouvé dans une salle de bain sombre et exiguë, à peine éclairée par la faible lumière d'une unique ampoule vacillante.
Tout autour de moi n'était qu'un chaos confus de sons et de sensations. Je sentais le sol froid sous mes pieds et l'écho lointain de la musique qui résonnait sur la piste de danse. Mes sens étaient engourdis, comme si un épais brouillard enveloppait mon esprit. C'est à cet instant que j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Tout a commencé de façon assez innocente. Mes amis et moi avions prévu des vacances au Brésil. Une escapade loin du quotidien pour profiter du soleil, de la plage et bien sûr de la vie nocturne. Nous étions à Rio de Janeiro, une ville dynamique et animée. Nous avions entendu parler d'une boîte de nuit populaire, réputée pour sa musique et son ambiance animée. Alors nous avons décidé d'aller danser et de profiter de la soirée. C'était ma première fois dans un endroit comme celui-ci, et j'étais impatient de vivre cette expérience. La soirée avait merveilleusement bien commencé. Nous nous sommes laissés emporter par la musique, dansant au rythme des lumières clignotantes et de la chaleur qui emplissait les lieux. Je me souviens du sentiment de liberté et de joie partagé avec mes amis. Nous nous mêlions à la foule, riant et savourant le moment. Mais à un moment donné, j'ai perdu mes amis de vue. Je n'étais pas inquiet. Après tout, nous étions en sécurité, entourés de gens qui étaient là aussi pour passer un bon moment. En cherchant mes amis, je me suis arrêté au bar pour reprendre mon souffle. La boîte était bondée et le mélange de corps en mouvement, de lumière clignotante et de musique tonitruante était enivrant. C'est à ce moment-là, alors que j'étais seul au bar, que deux types se sont approchés de moi. Ils étaient amicaux et souriants et semblaient intéressés par la conversation. Nous avons commencé à parler de choses et d'autres, la musique, l'ambiance, la beauté de Rio de Janeiro. Ils semblaient amicaux et ordinaires. Après quelques minutes de conversation, l'un d'eux m'a offert un verre. Je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Après tout, les Brésiliens étaient réputés pour leur hospitalité. J'acceptai la boisson et la busse sans hésitation. La conversation se poursuivit tranquillement, mais je commençais bientôt à me sentir étrange. Un vertige et une confusion envahirent mon esprit. Tout devint flou et déformé. La musique, autrefois source d'amusement, s'est transformée en un bruit assourdissant qui m'a transpercé le cerveau. J'ai essayé de rester calme et de réfléchir clairement, mais mon corps ne répondait pas. Mes mouvements sont devenus lents et maladroits, comme si j'étais prisonnier d'un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Les types qui m'avaient offert la boisson ont commencé à se rapprocher. Leurs visages, autrefois amicaux, ont pris une expression bien plus sinistre. J'ai ressenti une peur intense et grandissante, mais je ne pouvais ni bouger ni parler. C'était comme si mon corps était paralysé. Soudain, l'un d'eux m'a attrapé par le bras et, avant que je puisse résister, m'a traîné dans la salle de bain. Tout s'est passé en un clin d'œil. La salle de bain était sombre et sale, avec une forte odeur d'humidité et de désinfectant. Ils m'ont plaqué contre le mur, et l'un d'eux a commencé à fouiller mes poches. L'autre a ri et a dit quelque chose en portugais que je ne comprenais pas. Le désespoir m'envahissait. Je savais que je devais faire quelque chose, mais mon corps refusait de réagir. J'étais coincé dans mon propre corps, incapable de me défendre ou d'appeler à l'aide. À ce moment-là, j'ai entendu la porte de la salle de bain s'ouvrir avec un grand bruit. Mes amis sont entrés, le visage blême, conscients de la situation. Ce qui s'est passé ensuite était un mélange de cris, de lutte et de chaos. Mes amis se sont jetés sur les enfants qui tentaient de s'échapper, mais ont été arrêtés. Le bruit des coups et les cris de mes amis résonnèrent dans la petite salle de bain. J'éprouvais un mélange de soulagement et d'horreur en les voyant là, sachant qu'ils m'avaient sauvé d'une terrible épreuve. Les minutes qui suivirent furent un tourbillon de confusion et de choc. La sécurité du club fut appelée et les garçons furent arrêtés. Mes amis me sortirent des toilettes et me mirent en sécurité. Malgré le bruit et l'agitation, tout semblait irréel, comme si je regardais de l'extérieur. Je me souviens avoir ressenti une immense gratitude envers mes amis, tout en étant terrifié, à l'idée de ce qui aurait pu arriver s'il n'était pas arrivé à temps. Plus tard, à l'hôpital, les médecins ont confirmé que j'avais été drogué. J'étais envahi par un mélange de rage et de peur. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait faire une chose pareille, transformer une simple soirée de plaisir en une expérience aussi terrifiante. La réalité de ce qui s'était passé commençait à m'apparaître et je réalisais à quel point j'avais frôlé le danger
Le club a coopéré avec la police et une enquête a été ouverte. Les garçons qui m'ont agressé ont été arrêtés et, m'a-t-on dit, accusés de tentative d'agression et d'autres délits. Mais au-delà de l'aspect juridique, cette expérience m'a profondément marqué. Ce sentiment de vulnérabilité, d'être à la merci des autres, était quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Mes amis et moi avons passé des heures à discuter de ce qui s'était passé, essayant de surmonter la peur et l'incrédulité. Avec le temps, j'ai essayé de mettre ce souvenir derrière moi, mais il me hante encore. Chaque fois que je me retrouve dans une situation similaire, une partie de moi est envahie par l'angoisse, se remémorant ce qui aurait pu arriver. J'ai appris à être plus prudente, à prendre soin de moi et des autres dans ces situations, mais surtout, j'ai appris la valeur de l'amitié et l'importance d'être entouré de personnes qui se soucient de nous. Sans mes amis, je ne sais pas ce qui se serait passé cette nuit-là. Aujourd'hui, en partageant mon histoire, je souhaite que chacun soit vigilant et conscient des dangers qui peuvent se cacher dans des endroits apparemment sûrs. Il ne faut pas vivre dans la peur, mais se préparer et se protéger ainsi que les autres. La vie est imprévisible, et parfois l'inattendu peut tout changer en un instant. Mon expérience nous rappelle qu'il faut savourer chaque instant et être reconnaissant envers ceux qui nous entourent, qui sont là pour nous soutenir et nous protéger, même dans les moments les plus difficiles. Je me souviens qu'à l'hôpital, les médecins m'ont expliqué comment les médicaments qu'ils m'avaient administrés agissaient sur mon corps, paralysant les muscles et affectant le système nerveux. C'était terrifiant d'entendre que ma vie avait pu être en danger, non seulement à cause des gars du club, mais aussi à cause de la substance elle-même. J'aurais pu faire une overdose, ou mon corps aurait pu mal réagir aux médicaments. Les possibilités étaient terrifiantes et bien réelles. Mes amis étaient eux aussi sous le choc. Nous nous connaissions depuis des années et avions toujours veillé les uns sur les autres. Mais personne ne s'attendait à cela. Nous ressentions un mélange de culpabilité de ne pas avoir été ensemble depuis le début et de soulagement que les choses n'aient pas tourné plus mal. Nous avons décidé de rester plus proches et de faire plus attention à l'avenir. Cette expérience nous a rapprochés encore davantage, mais elle nous a aussi laissé une cicatrice émotionnelle qui mettrait du temps à guérir. Les jours suivants, j'ai essayé de revenir à la normale, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages des garçons et je ressentais la peur et l'impuissance de ces moments passés aux toilettes. Je faisais des cauchemars récurrents où j'étais seul, piégé, incapable de bouger ou d'appeler à l'aide. L'anxiété était devenue une présence constante, une ombre planant sur chaque soirée ou événement social. J'ai finalement décidé de consulter un professionnel. Parler à un thérapeute m'a aidé à digérer ce qui s'était passé et à trouver des moyens de surmonter ce traumatisme. J'ai appris à reconnaître et à gérer mes peurs, à fixer des limites et à me fier à mon instinct. Bien que le processus ait été long et difficile, il a été crucial pour mon rétablissement. J'ai compris qu'il était important de guérir non seulement mon corps, mais aussi mon esprit. Le procès des garçons a également contribué à tourner la page. Être au tribunal face à mes agresseurs a été une expérience intense. J'ai ressenti un mélange de colère, de peur et de détermination. Je voulais que justice soit rendue, non seulement pour moi, mais aussi pour toutes les autres victimes. Les voir assumer les conséquences de leurs actes m'a apporté un sentiment de soulagement, même si je savais que le mal était déjà fait. En repensant à tout ce qui s'est passé, je réalise que cette expérience a changé ma perspective, à bien des égards. Je suis désormais plus consciente de l'importance de la sécurité personnelle et de la vigilance constante. J'apprécie davantage mes amis et notre relation, sachant que je peux compter sur eux dans les moments difficiles. J'ai également développé une plus grande empathie pour ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes. Je comprends combien il peut être difficile de parler de ces choses et d'affronter la peur et la honte. Partager mon histoire est une façon de guérir et d'alerter les autres. Je veux que les gens sachent que ces choses peuvent arriver, qu'il est important de toujours rester vigilant et de prendre soin de soi et des autres. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu, ce sentiment d'impuissance et de terreur. La vie est précieuse et nous devons tout faire pour la protéger et la vivre pleinement.
Depuis cet incident, j'ai réappris à vivre, à savourer les choses simples et à ne pas laisser la peur dominer ma vie. J'ai voyagé à nouveau, je suis sorti avec des amis, et j'ai essayé de ne pas laisser cette soirée définir qui je suis ni ma vision du monde. Cependant, je garderai toujours en moi la leçon de cette expérience. Un mélange de prudence et de gratitude. La prudence, la nécessité de toujours être attentif à mon environnement et la gratitude envers ceux qui m'entourent et me soutiennent. Mes amis et moi parlons encore de ce qui s'est passé, non pas pour revivre le traumatisme, mais pour nous rappeler l'importance de veiller les uns sur les autres. Nous avons conclu un pacte, veiller les uns sur les autres, ne jamais laisser personne seul dans une situation potentiellement dangereuse. Cette expérience nous a rendus plus forts, plus proches et plus conscients de ce que signifie réellement être là l'un pour l'autre. Aujourd'hui, en regardant vers l'avenir, j'ai des espoirs et des rêves que je souhaite réaliser. Je ne veux pas que la peur m'arrête. Mais je sais aussi qu'il est important d'être prudent et responsable. J'apprécie chaque jour et chaque instant passé avec mes proches et je m'efforce de vivre une vie pleine et pleine de sens. Mon histoire fait partie de moi, mais elle ne définit pas qui je suis. Je suis plus que cette nuit, plus que ce moment de vulnérabilité. Je suis une personne qui a appris, grandi et renforcé dans l'adversité. En fin de compte, j'espère que d'autres pourront également apprendre de mon expérience, qu'ils comprendront l'importance de la sécurité, de l'amitié et de la résilience. La vie est pleine de défis, mais aussi d'occasions de grandir et d'apprendre. Et si les difficultés peuvent parfois sembler insurmontables, il existe toujours un moyen de les surmonter, avec l'aide de ceux qui se soucient de nous et la force que nous puisons en nous. Cette histoire, bien que difficile à raconter, fait partie de mon parcours, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière, que même lorsque nous nous sentons les plus vulnérables, nous avons la capacité de nous relever et d'avancer et qu'en fin de compte, la vie est un cadeau précieux que nous devons chérir et protéger pour nous-mêmes et pour les autres.